Bonjour tout le monde, je vous laisse peut-être faire les réglages de votre matériel informatique, savoir si vous m'entendez correctement. Je vous remercierai chacun de bien vouloir couper votre micro de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Vous avez sur la droite du webinaire un outil de chat pour poser des questions techniques si vous avez une difficulté de connexion. Vous avez aussi un onglet questions qui nous permettra de répondre à vos questions au fur et à mesure, mais aussi très probablement à la fin. Souvent, les questions que vous allez nous poser trouveront une réponse dans notre présentation. Et je vous propose d'attendre encore quelques minutes que les différents participants puissent arriver. Eh bien, nous y voilà. Je vous propose de débuter et de commencer le webinaire de ce jour sur céder votre société ou votre fonds de commerce, les clés pour réussir. En quelques mots, je vous rassure, il s'agit en aucun cas d'une formation juridique. Désolé d'abîmer ou d'embêter ceux qui voulaient absolument faire du droit, mais il s'agit ici d'être vraiment très pratique, de vous donner les clés pour vous qui allez à l'avenir avoir pour projet de mettre en œuvre une cession de votre entreprise ou de votre fonds de commerce. Vous aurez compris que je suis avocat et que je représente un cabinet qui est la Compagnie du droit. La Compagnie du droit, c'est un cabinet d'avocats d'affaires qui dispose de 3 pôles principaux d'activité en droit des affaires, le pôle que je représente et que je vais vous présenter, mais également en droit fiscal et en droit social. Nous sommes basés à Bordeaux, sur un site Compagnie Fiduciaire à Villeneuve-d'Ornon. Nous sommes aussi basés à Pau et à compter du 1er janvier de l'année prochaine, nous serons également à Toulouse. Pour ma part, je représente principalement le droit des affaires. La majeure partie de notre activité, c'est donc ce qui nous importe aujourd'hui, accompagner les vendeurs et les acquéreurs dans leurs opérations de cession ou d'acquisition. C'est donc notre métier au quotidien de vous accompagner et de faire en sorte que ces opérations soient satisfaisantes et correspondent parfaitement à vos intérêts, c'est une évidence.
Le premier sujet de cette formation, c'est de dire « je suis vendeur », quels sont mes objectifs et quelles sont les étapes que je dois garder en tête pour que cette opération se passe au mieux de mes intérêts possibles. Vous avez vu que j'ai abordé une fresque que vous avez devant vous qui permet de constituer 9 étapes majeures qui doivent toutes être respectées et j'insiste, c'est une approche chronologique, c'est-à-dire que si vous ne faites pas correctement ou convenablement une des étapes avant de passer à la suivante, vous risquez de mettre en échec ou en péril l'opération. J'insiste donc sur ces 9 étapes et c'est le but de la formation aujourd'hui, de vous faire un focus sur chaque étape pour vous présenter les tenants et aboutissants, les points d'intérêt que vous devez garder en tête. Juste en préalable, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au direct, je précise que vous avez un onglet questions sur ce webinaire qui vous permet de poser des questions au fur et à mesure, questions que je me ferai fort de répondre à la fin de cette intervention. Donc, n'hésitez pas pour avoir un échange simple et direct entre vous et moi, ce qui n'est pas toujours facile avec l'outil informatique. Je vous propose donc de débuter la présentation de ces 9 étapes. La première, c'est se préparer et être accompagné. En effet, comme vous êtes vendeur, ça va être une étape cruciale pour vous. Elle est cruciale, pourquoi? Parce que cette activité dont vous disposiez, que ce soit une société ou une fonds de commerce, ça vous permettait de vivre au quotidien. Mais les rémunérations que vous avez perçues, elles doivent être complétées par une rémunération supplémentaire qui constitue le prix de l'actif société ou fonds de commerce que vous vendez, et c'est donc primordial. Les bons réflexes, vous les avez sous les yeux, c'est premièrement, le cas échéant, choisir un intermédiaire qui puisse mettre en relation vendeur et acquéreur. Vous êtes vendeur, vous pouvez vous-même trouver un potentiel acquéreur dans votre entourage, mais il peut être aussi important ou utile de confier à un intermédiaire la faculté de trouver d'autres acquéreurs. Vous avez bien compris que cette présentation, elle est destinée aux vendeurs. Il y aura la semaine prochaine une présentation destinée aux acquéreurs. Les deux n'ont pas, et j'y reviendrai tout à l'heure, les mêmes intérêts. L'intérêt du vendeur, évidemment, est d'avoir plusieurs potentiels acquéreurs, ce qui vous permettra de négocier avec plusieurs acquéreurs au début et d'obtenir, entre guillemets, le meilleur de chacun pour vos intérêts. À titre indicatif, je vous le précise parce que c'est assez peu connu du grand public, y compris du monde des affaires, mais les avocats, dont la compagnie du droit, nous sommes mandataires, un peu comme un agent immobilier. Vous pouvez nous donner un mandat d'aller, pour vous, au nom et en votre compte, trouver des potentiels acquéreurs qui pourraient être intéressés par l'acquisition de votre bien. De la même manière qu'un agent immobilier, nous prenons un pourcentage de rémunération sur le prix de cession qui est payé par l'acquéreur. Premier réflexe, donc, pourquoi pas faire appel à un cabinet ou un avocat qui vous permettra de trouver plusieurs acquéreurs, qui vous permettra surtout de maximiser les chances d'avoir une offre satisfaisante. Je parle ensuite de prévoir un solide accompagnement par un avocat et un expert comptable. Vous l'aurez peut-être compris, la compagnie du droit est associée à la compagnie fiduciaire. Et ça, c'est un sens qui est très important. Pourquoi ? L'expert comptable, c'est le professionnel du chiffre. C'est celui qui suit votre comptabilité, vos bilans, etc. au quotidien. C'est lui le professionnel du chiffre. L'avocat, lui, il va intervenir pour tout ce qui est juridique. Vous ne pouvez pas faire une opération de cession sans avoir l'aide des deux. Si vous n'utilisez que l'un ou l'autre, vous risquez évidemment d'avoir un trou dans le filet. Donc, j'insiste là-dessus, un avocat et un expert comptable qui travaillent de concert, c'est le cas de ce que nous faisons à la compagnie du droit, à la compagnie fiduciaire, puisqu'à chaque fois qu'un élément comptable change, il doit avoir une traduction juridique, et à chaque fois qu'on rédige une opération juridique, elle a une traduction comptable. C'est donc du bon sens d'être accompagné par ces deux professionnels du chiffre et du droit. La troisième, c'est éventuellement aussi de voir avec son gestionnaire de patrimoine, à titre indicatif. Vous aurez noté aussi que dans le groupe compagnie fiduciaire, il existe CFGP, un gestionnaire de patrimoine, parce qu'il faut aussi savoir ce qu'on va faire du prix une fois qu'on aura cédé son entreprise. Choisir des conseils différents pour vendeurs et acquéreurs, c'est peut-être la chose incontournable que vous devez retenir. Vous comprenez, et c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons une formation aujourd'hui pour les vendeurs et la semaine prochaine pour les acquéreurs. Les intérêts du vendeur sont littéralement opposés
aux intérêts de l'acquéreur. Le vendeur, que veut-il? Il veut vendre son bien à un prix maximum en accordant un minimum de garantie à l'acquéreur. Tandis que l'acquéreur veut acheter à un prix minimum avec des garanties importantes. Vous aurez compris que la pratique qui existait peut-être historiquement ou qui existe encore dans certaines professions de prendre un seul rédacteur pour vendeur-acquéreur n'a pas de sens. Il n'est pas possible de négocier correctement une opération de cession si l'avocat ou le conseil choisi est du côté vendeur et acquéreur. Ce n'est pas possible, à part être complètement schizophrène, ce que nous ne sommes pas. Donc, la première étape, c'est pour se préparer, être accompagné, avocat, expert comptable, le cas échéant, mandat de recherche d'acquéreur, un gestionnaire de patrimoine, et chacun a ses propres conseils. Les conseils du vendeur versus les conseils de l'acquéreur. Pour ce qui est de la deuxième étape, c'est réfléchir à la structuration préalable. En effet, vous aurez compris que je parle depuis le début de deux types d'opérations, une cession de fonds versus une cession de titres. Et là est l'enjeu primordial. Les impositions qui vont s'appliquer, que ce soit une cession de fonds ou de titres, ne sont absolument pas les mêmes. Quand vous vendez un fonds de commerce, vous vendez des éléments corporels et incorporels, différents actifs. Et quand vous vendez une société, vous vendez des parts sociales, donc une personnalité morale. Donc, il est très important de comprendre que là est une différence majeure. On n'aborde pas une cession de la même manière s'il s'agit d'un fonds de commerce ou de titre. Autrement dit, si avant votre projet de cession, vous n'avez pas réfléchi à dire « moi, je veux vendre le fonds de commerce » ou « moi, je veux vendre les titres », vous risquez de commencer des négociations sur de mauvaises bases. Vous dites à un potentiel acquéreur « je vends mon fonds de commerce » et puis vous vous apercevez a posteriori que ce n'était pas la bonne option, notamment pour la fiscalité. Inutile de vous dire que les négociations vont être compliquées. Donc, en amont, c'est une étude de quelle est l'imposition qui va être payée. Vous êtes en France, chers amis, vous le savez, et donc vous aurez forcément une imposition qui va s'appliquer sur ce qu'on appelle les plus-values. Autrement dit, la différence entre la valeur de ce que l'actif que vous vendez aujourd'hui versus la valeur de l'actif au moment où il est rentré dans votre patrimoine. Et évidemment, en fonction de votre situation particulière, vous aurez une imposition différente. Donc, il faut confier cette mission en amont de dire, voilà, moi, si je vends à tel prix, qu'est-ce qu'il me reste dans la poche? Et ça, c'est le métier de votre expert comptable et de votre avocat. Également, cet travail de détermination de l'imposition qui va s'appliquer à vous va permettre d'envisager, le cas échéant, de faire tout correctif. Si il s'avère que pour vous, c'est plus intéressant de vendre des titres qu'un fonds, il y a différentes opérations qui existent. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la société holding. Et donc, le cas échéant, on pourrait faire des opérations préalables, tout ça dans un but principal qui est de venir diminuer l'imposition qui va imposer l'opération. Donc ça, c'est en amont et c'est bien en amont. Certaines optimisations fiscales nécessitent d'être mises en œuvre au moins 3 années avant la cession. Autrement dit, si vous venez nous contacter et nous voir alors que vous avez déjà trouvé un acquéreur et que vous êtes quasiment en train de rédiger, en fait, vous vous privez mécaniquement de toutes ces solutions d'opportunités, d'optimisation fiscale préalable à la cession. De la même manière, si vous n'êtes pas très clair avant de commencer à négocier sur quelle est l'imposition qui va s'appliquer, ça va être très compliqué pour vous de trouver le prix qui vous paraîtra raisonnable proposé par l'acquéreur. Donc, ce deuxième message, cette deuxième étape, c'est une cession, ça s'anticipe. Et idéalement, ça s'anticipe 3 années avant l'envie d'aller négocier effectivement, parce que les 3 années, ce sont les années qui sont nécessaires à aller, le plus généralement, rechercher un régime fiscal le plus favorable. Attention aussi à ce sujet que la bonne solution d'optimisation juridique et fiscale qui vous concerne n'est pas forcément celle de votre voisin. J'insiste là-dessus, à la compagnie de droit comme à la compagnie fiduciaire, nous faisons des opérations sur mesure. L'opération qui vous correspond n'est pas forcément celle de l'autre. On sait dans les domaines des affaires que vous avez souvent tendance à parler entre vous, ce qui est très bien, en disant moi, mon avocat m'a recommandé telle opération, je vais également la faire. Là, ça serait une erreur, car on est sur de l'individuel, la solution du voisin n'est pas forcément la bonne.
Voilà pour ce qui était de l'étape 2, de réfléchir en préalable à la structuration. La troisième étape, c'est l'engagement de confidentialité. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous allez discuter de l'opportunité de céder votre fonds de commerce ou votre entreprise avec un tiers, vous allez devoir lui donner des informations. Ces informations, elles peuvent être cruciales. Ce sont des informations sur votre société, la façon dont elle fonctionne, qui sont salariés, qui sont ses salariés, quel est son bilan, avec qui elle travaille en termes de fournisseurs, mais aussi avec qui elle travaille en termes de clients. Et donc ça, c'est une richesse considérable que vous ne devez absolument pas transmettre à un potentiel acquéreur avant que celui-ci n'ait signé un engagement de respecter la confidentialité la plus totale des documents que vous allez envoyer. Donc ça, j'insiste parce que parfois, on a des bonnes relations avec le potentiel acquéreur, on est de manière sympathique, on commence à échanger et puis, sans s'en rendre compte, on est en train de lui envoyer des bilans, des contrats de travail, etc. Et pourtant, ça, c'est la richesse de votre société et elle doit demeurer secrète. Ce sont vos trucs et astuces. Pourquoi votre société fonctionne comme cela et pas autrement? Et ça, l'acquéreur n'a pas à le savoir autrement que ayant accepté de garder confidentielles les informations et surtout de ne les utiliser que dans le cadre des négociations. Vous lui dites, je vais te donner telles informations, mais tu dois les garder confidentielles et tu ne pourras utiliser ces informations que pour me dire si oui ou non tu es intéressé pour m'acquérir. J'insiste là-dessus car il serait trop facile d'envoyer des informations stratégiques à un tiers que celui-ci pourrait utiliser à son profit sans jamais faire l'affaire d'acquisition. C'est pour ça que vous verrez en dernier point que je précise qu'il faut toujours compléter l'engagement de confidentialité assigné par l'acquéreur par une clause de non-débauchage et de non-sollicitation. Je résume. Premièrement, je vais t'envoyer des informations, tu les gardes confidentielles, tu ne peux les utiliser que pour savoir si tu veux ou non acquérir mon bien et tu ne peux pas profiter de ces informations pour venir débaucher mes salariés. Si je lui donne l'information qu'un de mes salariés clés est très important, sans cette obligation de non-débauchage, il pourrait décider de le débaucher tranquillement et de me prendre mécaniquement des informations qui nécessiteraient pour lui, qui pourraient venir me concurrencer alors que finalement, il n'a pas du tout acquis. De la même manière, la non-sollicitation, c'est de lui dire tu vas avoir un moment ou un autre connaissance de mes clients, tu as connaissance pour acheter ou pas, mais tu ne peux pas utiliser ces informations pour aller développer ton propre business. J'insiste là-dessus, c'est quelque chose qui n'est pas très complexe, un engagement de confidentialité, mais s'il est correctement rédigé, il permet vraiment de vous protéger, vous vendeurs, pour les informations que vous allez communiquer. Attention là-dessus, et vous le verrez, des engagements de confidentialité, vous en trouverez 50 000 modèles différents sur Internet. Laissez-moi vous dire qu'ils ne sont pas complètement pertinents pour vraiment et correctement vous protéger, de la même manière qu'un engagement de confidentialité, il doit être individuel et particulier à votre activité. C'était donc l'étape 3. Je ne communique aucune information tant que l'acquéreur ne m'a pas certifié qu'il allait respecter la confidentialité. L'étape 4, c'est formaliser une offre. Formaliser une offre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acquéreur, s'il est intéressé, à un moment ou à un autre, doit m'envoyer un document en disant « Voilà pourquoi j'aimerais acheter ta société ou ton fonds de commerce, voilà le prix que je suis prêt à payer et voilà les conditions qui feront que, effectivement, je vais procéder à l'acquisition de ta société. » Attention, j'insiste là-dessus, l'avocat doit déjà être présent dans le processus à ce moment-là. Il y a encore beaucoup trop de dossiers où, apparemment, pour faire probablement quelques économies de centaines d'euros d'honoraires d'avocat, qui vont lui coûter beaucoup plus cher derrière, disent « je vais négocier tout seul à la popogne ma lettre d'offre et quand elle sera signée avec l'autre partie, j'irai voir un avocat pour qu'il rédige les étapes suivantes du compromis. » C'est une erreur impardonnable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand vous allez signer votre offre, vous allez bloquer la façon dont l'opération va se dérouler. Or, si l'avocat n'a pas pu vous dire « attention, là il manque quelque chose, là ce n'est pas assez précis, là ce n'est pas conforme à vos intérêts », l'avocat va avoir beaucoup de mal à rétropédaler derrière pour dire « ok, telle offre a été signée, mais en fait le vendeur ne voulait pas complètement dire ça, il voulait plutôt dire ça ».
In fine, ça va vous coûter plus cher de demander à l'avocat de corriger les erreurs initiales que de directement lui dire « je veux signer une lettre d'offre, est-ce que tu peux la regarder et me dire si c'est satisfaisant ou pas ?» Il y a différentes choses importantes dans l'offre. Vous aurez le prix ou la façon de calculer le prix. Pour vous, vendeurs, c'est primordial. Vous avez souvent une approche très importante et légitime de vous dire quel est le prix que je vais percevoir. Eh bien, c'est primordial, mais si vous vous arrêtez à ce raisonnement-là, c'est trop limité. Il faut savoir le prix que vous allez percevoir, mais également, et j'insiste, les garanties que vous allez donner. J'illustre, je verrai plus tard et vous expliquerai que quand vous êtes vendeur, vous faites des déclarations et garanties au profit de l'acquéreur. Autrement dit, pour illustrer, vous lui dites « je vous vends telle société, d'un point de vue fiscal, elle est correctement tenue, d'un point de vue social, elle est correctement tenue, etc. etc. » Et s'il se révèle que la société n'est pas aussi bien tenue que ce que vous aviez anticipé, évidemment, l'acquéreur serait en droit de vous demander ce qu'on appelle des réparations. Et donc, in fine, de vous demander à vous de verser des réparations. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il vaut mieux vendre un bien 500 000 euros sans garantie que vendre un bien 300 000 euros, mais avec des garanties. Je m'excuse, mon illustration n'est pas bonne. Il vaut mieux vendre un bien 500 000 euros sans garantie que vendre un bien à 1 million d'euros avec des garanties si importantes que l'acquéreur est en droit, à terme, de vous demander des réparations pour plus de 600 000 euros. Donc, j'insiste là-dessus, vendeur, vous êtes très attentif au prix et c'est très bien et très normal. En revanche, vous devez aussi être attentif aux garanties que vous donnez pour qu'elles soient limitées. Dernier point à savoir sur la lettre d'offre et sur son importance, c'est évidemment qu'il doit y avoir des conditions. Il faut voir quelles sont les conditions. L'acquéreur va dire « moi, j'accepte de t'acheter ta société à tel prix si telle ou telle conditions sont effectivement réalisées ». Ces conditions, pour nous, elles doivent rédiger de manière parfaitement objective. S'il y a une condition qui est stipulée de la manière suivante, je veux bien t'acheter ta société, mais tu comprends, si je vois telle ou telle chose qui sont susceptibles de m'embêter, je n'achète pas, c'est ce qu'on appelle une condition potestative. In fine, l'acquéreur n'est pas vraiment bloqué. Donc vous risquez de perdre le temps à négocier avec quelqu'un qui pourra s'échapper assez facilement de la relation de négociation. Il faut donc être attentif dans l'offre que s'il y a des conditions, elles doivent être parfaitement objectives. Les conditions les plus classiques que vous retrouverez, ce sont en général des conditions de financement. Mais dans ce cas-là, ça doit être précis. L'acquéreur doit vous dire « moi, je vais financer tel montant sur telle durée ». La durée classique est en général de 7 années. Et pour quel taux maximum? Aujourd'hui, le marché est orienté sur un taux entre 1% et 2% en fonction des opérations. Si la personne vous dit « je vais emprunter 1 million d'euros sur 15 ans avec un taux de 0,2%, vous pourrez déjà dès maintenant faire le tri de savoir que cet acquéreur n'est pas fiable, n'est pas compétent et donc d'en choisir d'autres. Il est important en effet de ne pas perdre de temps et de maintenir du tempo dans vos opérations. Tous les jours de négociation que vous perdrez avec un acquéreur qui n'est pas sérieux n'est pas utile. Il faut donc faire le tri dès maintenant des acquéreurs qui en valent le coup ou non. Et c'est là notre rôle de vérifier et d'interpréter les lettres d'offre en vous disant ce qui est satisfaisant ou ce qui ne l'est pas, de manière à avoir une offre qui est la meilleure pour vous. Un dernier point sur ce sujet de l'offre, c'est l'exclusivité. Il est assez classique qu'un acquéreur vous dise « moi, en considération du fait que je vais dépenser de l'argent avec mes conseils pour étudier l'opportunité d'acquérir la cible, j'aimerais que tu t'interdises d'aller discuter avec d'autres acquéreurs pendant un certain laps de temps, en général 3 à 6 mois. La demande n'est pas complètement délirante, mais quand vous êtes vendeur, il faut la regarder de manière très précise. Parce que souvent, l'acquéreur va dire « moi, je ne m'engage pas vraiment à t'acheter, mais en revanche, je veux l'exclusivité ». Donc, malheureusement, vous risquez, au bout de 3 mois ou 6 mois, si vous acceptez cela, d'avoir un acquéreur qui s'échappe et qui vous a empêché pendant 6 mois de négocier avec d'autres potentiels acquéreurs. Donc, la période d'exclusivité, oui, mais à partir du moment où l'acquéreur est effectivement engagé vis-à-vis de moi. Dernier sujet sur le calendrier indicatif, on n'a pas parlé de délai. Le délai, ça va dépendre pas mal de la taille de l'opération.
autrement dit de la taille du fonds de commerce ou de la société. S'il y a effectivement un montant important, que le prix est important, vous allez avoir des notions de financement qui vont prendre plus de temps. Il faut savoir que quand vous vous lancez dans un projet de cession, si c'est mené tambour battant, mais vraiment tambour battant, il faut partir sur un délai de 3 mois entre l'offre et la réalisation. Partez plutôt sur un délai raisonnable de 6 mois jusqu'à 12 mois s'il y a des complexités particulières liées à la taille de votre dossier. Voilà ce qu'il en était de l'offre. Donc, les réflexes pour l'offre, c'est je ne signe rien avant d'avoir vu mon avocat. Je fais très attention aux conditions pour savoir si c'est correctement rédigé et si l'acquéreur est effectivement engagé vis-à-vis de moi. Et je fais attention au prix proposé, mais également aux garanties qui sont demandées. Je vous propose de passer donc désormais à l'étape 5. Je vous rappelle que nous avons toujours une approche chronologique. Il s'agit de l'audit, c'est-à-dire que logiquement, il ne peut pas y avoir d'audit complet de votre société par l'acquéreur tant qu'il ne vous a pas fait une offre sérieuse. Pourquoi ? Pourquoi iriez-vous transmettre à livre ouvert tous les tenants et aboutissants de votre société si l'acquéreur en face de vous n'est pas engagé à vous acheter ? Vous prenez le risque de donner sur le marché des informations de manière bien inutile. Je parle aussi, dans les bons réflexes de l'audit, de l'opportunité d'un audit vendeur. Alors d'abord, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'audit ? L'audit, il peut être à la fois comptable et également juridique. C'est le travail que va faire l'acquéreur d'analyser la façon dont fonctionne d'un point de vue comptable et juridique votre société pour savoir si, à ses yeux, c'est satisfaisant ou pas. Il se pose la question de savoir s'il peut être intéressant, comme on sait que l'acquéreur va faire ce travail, de confier à son avocat le soin de faire en amont un audit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que l'acquéreur, et ça sera forcément le cas dans tous les dossiers, va faire un audit, il peut être utile dans certains cas de confier par le vendeur un audit préalable en disant je sais que l'acquéreur va regarder les tenants et aboutissants de ma société d'un point de vue comptable et juridique. Vous, expert comptable et avocat, pouvez-vous en amont regarder pour savoir ce qu'il va soulever ? Par exemple, s'il y a une difficulté ou quelque chose qui n'est pas strictement conforme pour certaines opérations d'un point de vue juridique, c'est l'opportunité de, avant lancer les audits avec l'acquéreur, corriger cette difficulté pour éviter que demain, l'acquéreur tire profit de cet argument pour venir négocier le prix, logiquement, vous vous en doutez, à la baisse. C'est pour ça qu'en général, on prévoit 2 phases d'audit. On parle d'une phase d'audit préliminaire avant offre. J'ai signé un engagement de confidentialité, je vais envoyer à l'acquéreur potentiel différentes informations, mais limitées. Classiquement, ça peut même se limiter à des statuts, à des cabis et au dernier bilan. Avec cette base-là, normalement, l'acquéreur est capable de faire une première offre, ne serait-ce qu'indicative. Et puis, quand on a accepté son offre, là, on fait une deuxième phase que j'ai appelée full audit, audit total, qui dit, je vais en effet, maintenant que je sais que tu es engagé vis-à-vis de moi, être à livre ouvert avec toi pour que tu puisses effectivement revoir l'ensemble des termes. Excusez-moi. Donc, l'audit, conclusion, c'est un audit, ça peut avoir lieu qu'après un engagement de confidentialité. On peut réfléchir à faire 2 phases. Une première phase assez simple qui permet de recevoir une offre. Et quand on a une offre qui est sérieuse, un audit plus complet. Voilà ce qui en était de l'étape numéro 5. Pour ce qui est de l'étape numéro 6, c'est négocier et conclure entre les parties un contrat de cession indiquant les conditions de la cession. Une fois que l'offre a été signée, que les audits ont été faits, on va rédiger un acte sous conditions suspensives qui consiste en quoi ? Le vendeur s'engage définitivement à vendre à l'acquéreur les titres sous telles conditions, de la même manière que de manière parfaitement parallèle, l'acquéreur s'engage définitivement, sous réserve de réalisation des conditions, à acquérir effectivement les titres. C'est donc une opération des plus importantes, c'est l'équivalent de ce que vous trouvez en immobilier sur les compromis d'immeubles. C'est je m'engage à vendre sous condition et tu t'engages à acheter sous condition. D'où l'intérêt que les conditions soient signifiées de manière très claire et de ne pas avoir là aussi de conditions potestatives, c'est-à-dire de conditions qui ne dépendent que de la volonté de la partie adverse. C'est ce que je vous indiquais également au titre de l'offre. Attention, vous êtes vendeur. Il y aura différentes conditions que vous devez imposer vous-même. Je vais vous parler de la loi Hamon.
la loi Hamon du célèbre ministre. C'est une loi qui consiste à dire que quand un vendeur veut vendre son fonds de commerce ou sa société, chacun des salariés présents aux effectifs a la faculté, j'insiste sur le terme, a la faculté de présenter au vendeur une offre d'acquisition. C'est une chose obligatoire. Si vous ne le faites pas en qualité de vendeur, vous vous exposez à des amendes civiles dont le montant peut devenir assez important. Donc, comment ça se passe? Vous ferez dans ce cadre-là un courrier à chacun des salariés. Ce courrier est généralement préparé par votre avocat et qui stipule à chaque salarié, voilà, je suis en train de vendre, je t'informe à ce titre que tu as la faculté de présenter une offre. Merci de me dire si tu veux présenter une offre ou pas. Bien que je n'ai pas votre visage, pour ceux qui ne connaissaient pas la loi Hamon, je pense qu'il y a des inquiétudes qui se lisent sur les visages. Il faut comprendre que, in fine, c'est une loi un peu hypocrite. Vous avez l'obligation de le faire, mais vous n'avez pas l'obligation de dire à vos salariés à qui vous êtes en train de vendre, à combien vous êtes en train de vendre, et même s'il y en a un qui veut formuler une offre, vous n'êtes même pas obligé de lire son offre ou de l'accepter. Vous avez compris pourquoi je parle d'hypocrisie. C'est une petite lourdeur administrative dans le process, mais effectivement, donc vous devrez notifier chacun des salariés, sinon vous avez une amende, mais ne vous inquiétez pas, ça ne vous bloquera pas, car in fine, les salariés n'ont aucun pouvoir ou faculté de bloquer l'opération. Enfin, il est important de voir aussi les engagements d'accompagnement et de non-concurrence. Classiquement, l'acquéreur, dans ce compromis, va vous demander premièrement un accompagnement et deuxièmement une non-concurrence. L'accompagnement, c'est quoi? C'est de dire, pour la bonne transmission de l'entreprise, vous, vendeurs qui avez la capacité et la connaissance, vous allez rester aux côtés de l'acquéreur pendant un certain temps pour montrer où sont les boutons, comment ça fonctionne, présenter les clients, fournisseurs ou des choses comme ça. La pratique de marché est la suivante. En général, un engagement d'accompagnement, quand il est compris entre 2 mois et 3 mois, il est entre guillemets compris dans le prix. C'est-à-dire que l'acquéreur ne va pas verser une rémunération supplémentaire au vendeur. Si en revanche, l'accompagnement demandé par l'acquéreur dans l'opération est supérieur à 3 mois, il faudra négocier une rémunération. J'insiste que par expérience, un accompagnement trop long n'est jamais complètement satisfaisant. Il faut comprendre que ces opérations de cession et acquisition ont des facteurs très importants de psychologie. Vous êtes vendeur, vous allez vendre un petit peu votre bébé. Une société à laquelle ou un fonds auquel vous êtes attaché, qui a concentré pendant de nombreuses années vos activités. Donc, vous avez des idées très claires sur comment ça fonctionne et comment procéder pour que cela demeure à fonctionner correctement. L'acquéreur va arriver, il va avoir ses propres réflexes, sa propre historique, sa propre approche, et donc, évidemment, ça va forcément créer des tensions. Normalement, c'est normal. Le vendeur a toujours un peu peur en disant « mais qu'est-ce que l'acquéreur est en train de faire? Il fait n'importe quoi. » Et l'acquéreur dit « bon, t'es gentil, maintenant, moi, j'ai payé le prix, donc très gentil, tu me transmets les trucs, et puis maintenant, on y va. » Donc, ça veut dire quoi? Que ne vous engagez pas dans des accompagnements trop longs. Plus l'accompagnement sera long, plus potentiellement, vous allez vous retrouver dans des situations de tension qui ne seront pas très utiles. Engagement d'accompagnement, pas trop long. Sur la non-concurrence, c'est normal, l'acquéreur, il vous paye un prix, c'est pas pour que vous remontiez la même boîte à côté très rapidement, et donc ça, c'est un incontournable. Généralement, elles vont porter sur 36 mois, les clauses de non-concurrence, et sur un territoire où la société que vous êtes en train de vendre est en train d'agir. Donc l'acquéreur va vous dire, moi, pendant 36 mois à compter de la réalisation, tu n'as pas le droit d'exercer les mêmes activités que ce que tu faisais historiquement à travers la société. Et donc ça, c'est important à anticiper, notamment c'est en fonction de vos projets. Vendeurs, vous êtes de différentes sortes. Vous êtes aujourd'hui des vendeurs probablement qui allaient partir en retraite et son engagement de non-concurrence ne vous posera probablement aucun problème. Mais si vous êtes un vendeur qui voulait changer d'activité ou céder une certaine société et en conserver une autre, eh bien là, ça va poser des difficultés si vous vouliez conserver une activité qui est relative à ce que vous êtes en train de vendre. Tout ça est donc l'objet de négociations très précises et importantes. C'était donc l'étape 6 de conclusion de l'acte sous condition. Quand vous avez négocié cela, j'en reviens à l'étape 7, qui sont les déclarations et garanties. Vous avez probablement très souvent entendu parler de GAP, garantie d'actifs et de passifs. Autrement dit, le vendeur garantit la sincérité et la véracité d'un bilan en disant mon bilan comptable, à l'actif il est juste, au passif il est juste,
et il donne une image parfaite de la société. Il faut comprendre que la GAP, c'est beaucoup plus large que ça. En général, vous garantissez un bilan, mais vous faites aussi des déclarations sur la bonne tenue juridique de la société. C'est pour ça que je privilégie souvent le terme de déclaration et garantie plutôt que de garantie d'actifs et de passifs. Dans les déclarations et garanties, vous allez garantir votre bilan, mais vous allez aussi garantir l'ensemble de la bonne tenue de la vie juridique de votre société. Est-ce que j'ai des contrats avec mes fournisseurs? Est-ce que par rapport à mes clients, j'ai des bonnes conditions générales de vente? Est-ce que mon bail est fiable? Est-ce que mes salariés, leur contrat de travail est correctement encadré? Est-ce que d'un point de vue fiscal, j'ai fait mes déclarations à bonne date? Est-ce qu'en matière de droit de propriété intellectuelle, ma société a effectivement ou pas déposé auprès de l'INPI son nom ou sa dénomination? Et j'en passe. Vous comprenez donc que c'est un ensemble de déclarations très importantes. Et l'acquéreur va vous dire, moi, je veux bien te payer ce prix-là, mais si c'est correctement tenu. Si ce n'est pas correctement tenu, je vais te demander des réparations. Les réparations, c'est quoi? C'est toi, vendeur, au moment où tu m'as vendu, tu m'as dit que telle chose était correctement tenue. Je m'aperçois a posteriori que ce n'était pas le cas. Ça me cause un préjudice, une perte, et je te demande de financièrement m'en réparer. Je reviens à l'argument de tout à l'heure. Vendre un bon prix, c'est parfait, mais vendre un bon prix avec trop de garanties, ce n'est pas bon. Et là est l'importance de notre intervention en qualité d'avocat. Nous allons vous aider à dire ce que vous pouvez accepter pas en termes de garantie et de réparation financière. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces termes, mais vous avez des notions de seuil, des notions de franchise, des notions de plafond qui font que toutes ces réparations sont encadrées. Notre intérêt en tant que vendeur est effectivement de négocier ça de manière à ce que la perspective de devoir reverser de l'argent après l'opération à l'acquéreur soit la plus faible possible. Et ça, c'est également notre plus-value, c'est que nous connaissons le marché. Ce sont des pratiques de marché. Il y a encore quelques années, il était possible de vendre des sociétés en ayant une garantie qui était plafonnée ou pas, mais à des montants très importants. Désormais, il est convenu qu'en général, quand on est côté vendeur, de prévoir des plafonds les plus faibles possibles, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain montant, le vendeur n'accepte plus de garantir l'acquéreur et l'acquéreur garde son risque illié. Il est donc très important à cette phase-là de voir les choses. Je répète, mais il paraît que c'est important de répéter les choses quand c'est nécessaire. Le prix, c'est très bien pour vous, vendeurs, mais les garanties, c'est primordial. Et ça, c'est quelque chose qui est très pointu, qui nécessite beaucoup de connaissances et de pratique du marché. Et là, n'y allez pas tout seul. C'est clairement ma recommandation. De la même manière que les réparations sont en général contre-garanties. Vous allez dire au vendeur, moi je te vends une société qui est correctement tenue. Si elle n'est pas correctement tenue, je vais devoir te verser des pertes et des préjudices et des indemnités pouvant aller jusqu'à un montant, par exemple, de 100 000 euros. Pour garantir qu'effectivement, si cela survient, l'acquéreur percevra ces 100 000 euros, il va vous demander en général une garantie de la garantie. Autrement dit, d'immobiliser cette somme. Et donc, en qualité de vendeur, tout l'enjeu est là. Vous négociez évidemment d'immobiliser une somme la moins importante possible, d'autant qu'il existe différents types de garanties de la garantie. Vous avez les garanties à première demande, les cautions, etc. Et chaque demande a des contraintes particulières pour vous. À nous donc, à cette étape, de vous expliquer les tenants et aboutissants et la chose la plus importante. Voilà ce qui était de l'étape 7. Attention au prix, mais également attention aux garanties que vous accordez et à la façon dont sont rédigées. Étape 8, réalisation de la cession. Vous verrez que c'est assez simple. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire en sorte que tous ces contrats soient de manière très clairement rédigés. Il va se passer ce jour-là, le jour où vous transmettez effectivement la propriété de titre, un encadrement juridique très important où il faut être très précis. De la même manière, vous allez avoir des assemblées générales de mise à jour, des statuts, des cabis, des déclarations de bénéficiaires effectifs. Parfois, c'est l'occasion de signer un nouveau bail. Si, en tant que vendeur de votre société, vous étiez également propriétaire du local, etc., etc. J'insiste donc là-dessus. Il faut être absolument d'une précision absolue pour faire en sorte que les choses soient claires. De la même manière, de sécuriser les conditions de paiement du prix.
c'est-à-dire de vérifier qu'effectivement, et c'est notre rôle, l'argent est disponible et l'argent va être effectivement versé sur votre compte à telle date et à tel moment. Il y a donc, vous êtes en France, je vous le rappelle, un caractère de formalité, d'administration, de publication absolument considérable, et j'insiste sur le fait que la bonne réalisation de ces formalités entraîne la validité de l'opération. Si ces formalités ne sont pas correctement faites, vous prenez le risque majeur d'une remise en cause a posteriori de l'opération. J'arrive donc à la dernière étape qui sont les formalités. Vous avez un enregistrement, c'est-à-dire que l'acquéreur va devoir payer des droits liés à l'acquisition de votre bien. Il va également devoir mettre à jour les statuts, les cabis, de manière à ce que vous puissiez opposer valablement au tiers que vous n'êtes plus le propriétaire du fonds ou de la société. Vous avez, et je l'ai mis de manière très rapide, un ensemble de réflexes, de bons réflexes à avoir, par exemple en termes de mode de paiement, paiement par chèque ou par virement. Il faut comprendre également que vous êtes sur différents registres du commerce et de société et droit et administration en termes d'enregistrement en fonction du lieu de la société. Et donc chaque lieu, si vous êtes à Bordeaux, c'est pas pareil qu'à Toulouse, c'est pas pareil qu'à Paris, c'est pas pareil qu'à Nancy. Donc c'est notre connaissance de vous dire dans tel ressort, voilà comment ça fonctionne, attention à tel point d'attention particulier. Nous sommes donc arrivés au terme de nos 9 étapes, donc que je vous remets ici en présentation. Ces 9 étapes vous ayant permis, dans le meilleur des cas, d'arriver, si vous avez bien retenu l'ensemble des bons réflexes, suivi la chronologie, etc., arriver à une opération où vous avez effectivement cédé votre bien, où vous avez perçu effectivement le prix et où les perspectives de devoir reverser une partie de garantie à votre acquéreur a été minimisée. Je vous propose désormais de passer à la phase de questions. Je m'aperçois, sauf erreur, que je n'ai pas de questions dessus. Alors, peut-être que si certains veulent poser des questions, vous pouvez brancher votre micro à cette occasion et je pourrai vous y répondre. Sinon, je suis sur le chat et les questions, donc n'hésitez pas. Vous avez compris qu'il est un peu compliqué en 45 minutes de résumer des opérations qui durent entre 3 voire 12 mois, mais que j'espère qu'au terme de cette présentation, vous avez compris où étaient les enjeux de chaque étape. Je reste sur les questions. Je ne vois qu'il n'y a pas de questions. En tout état de cause, je reste encore quelques minutes connecté pour pouvoir vous répondre immédiatement si vous avez des questions. Chose importante, je vais vous adresser, vous avez mes coordonnées. Vous avez compris quand même que ces opérations étaient diverses et variées et que la bonne solution n'est pas forcément celle de votre voisin. Vous avez donc de manière précise devant vous mes coordonnées et mon adresse email. Et vous pouvez bien sûr m'adresser un email personnel de manière à ce que ma réponse puisse être la plus précise par rapport à vous. Je vois sur le chat que c'est très clair. Merci. Merci, monsieur. Donc, vous avez mes coordonnées. Vous n'hésitez pas à me faire un petit email. Ça vous coûte rien, à part le plaisir de pouvoir peut-être échanger de manière plus personnalisée sur votre sujet. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Donc, je reste connecté encore quelques minutes. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre attention et j'espère que c'était très clair. Merci, au revoir.
Chers amis, nous avons donc une question. Bonjour, comment déterminer s'il est plus intéressant de vendre le fonds ou la société quand les titres sont détenus par une holding? Alors, aujourd'hui, c'est assez simple, mais ça nécessite une étape, c'est un calcul de plus-value. C'est-à-dire que vous avez bien compris que dans la question actuelle, nous avons un fonds de commerce qui est détenu par une société, cette société étant elle-même détenue par une société holding. Le comparatif, c'est combien, dans le premier cas, si c'est un fonds de commerce, le vendeur, c'est la société détenue par la holding. Si vous vendez les titres, en revanche, c'est la holding le vendeur. Ça, c'est le premier cas. Donc, le premier cas, vous cédez un fonds de commerce, ça veut dire que la société qui est vendeur va payer sur les plus-values de l'impôt sur les sociétés. Alors, évidemment, il est complexe de vous répondre comme ça sans en savoir plus, mais le sujet, c'est quoi? C'est de comparer l'imposition en termes d'impôt sur les sociétés qui serait payée par la société vendeur du fonds de commerce. Dans l'autre cas, c'est la holding qui vendrait les titres. Et là, vous avez aussi une imposition IS qui va s'appliquer sur la plus-value, mais ça sera une imposition sur des plus-values sur titres de participation. Donc, le régime est différent. La réponse à votre question, c'est donc qu'il faut faire le calcul en disant, si je vends le fonds, c'est la société, le vendeur, elle paye X euros. Si c'est les titres, c'est la holding qui paye, et la holding, elle paye Y euros. Il est compliqué de vous répondre plus précisément sans avoir les montants précis de l'opération, mais c'est un calcul qui se fait de manière assez rapide et simple et qui va vous donner les indications. Il sera aussi important pour cela, pour vous répondre de manière plus précise, d'avoir l'historique de la façon dont cette holding a été constituée. Est-ce que c'est la holding qui a constitué la filiale qui a après racheté le fonds, ou au contraire, est-ce que la société existait déjà avec son fonds et a ensuite été apportée à une holding? Vous avez compris que les régimes fiscaux vont être très différents et donc la réponse va être également très différente. Par expérience, cela va aussi dépendre du montant qui est envisagé pour la cession, puisque vous avez différents paliers à respecter pour aller chercher des régimes de faveur. Mais en général, souvent, quand on est vendeur et qu'on a une opération avec un schéma déjà en structuration holding qui a été faite de manière de plus de 3 ans, généralement, on s'aperçoit qu'il est plus intéressant dans ce cas-là, sous toute réserve, je vous dis bien sous toute réserve, parce que chaque cas est différent, de revendre les titres. Merci beaucoup pour votre question. Nous avons une deuxième question. Comment déterminer s'il est plus intéressant de vendre le fonds ou la société quand les titres sont détenus par une holding? Pardon, c'était la même. J'ai une autre question. J'ai ouvert je donne pas les noms, je ne sais pas si vous les voyez, mais il n'y a pas de nom. J'ai ouvert une entreprise fin 2019 et ma première année n'est pas bonne en termes de chiffre d'affaires à cause du Covid. Je suis restauratrice. Du coup, est-ce que mon fonds de commerce ne vaut plus rien? Alors, c'est une question qui est un peu différente. Déjà, sachez que dans le groupe Compagnie Fiduciaire, on est particulièrement sensible au cas de ces activités comme la restauration ou l'événementiel. On a beaucoup de clients qui sont touchés comme vous. Donc, sachez déjà, si ce n'est pas déjà le cas, qu'on vous apporte un accompagnement pour aller chercher et essayer d'aller prendre toutes les aides qui sont possibles de trouver dans ce type d'opération. Pour moi, à mon sens, non, votre fonds de commerce ne vaut pas plus rien parce qu'il existe. Il a déjà fonctionné un minimum, il a un droit au bail, il a forcément une clientèle qui avait déjà été constituée et on peut estimer, à notre sens, que le Covid n'était qu'une parenthèse. À notre sens, votre fonds ne vaut pas rien puisqu'il y avait des clients et quand les clients auront de nouveau l'autorisation de revenir vers vous, ils reviendront. C'est sûr que si vous deviez vendre aujourd'hui votre fonds de commerce de restauration, comme il est assez récent en 2019, ce n'est pas le bon moment pour vendre. Mais en revanche, la potentialité qu'il y ait une vraie valeur des réouvertures des restaurants n'est pas impactée. Donc la réponse est, à mon sens, tenez bon et gardez le temps, puisque pour moi, votre fonds de commerce ne vaut pas plus rien. Si ça peut vous encourager, sans pouvoir bien sûr vous donner plus de détails, je vous ai dit en introduction qu'on était mandataire pour des sessions de fonds de commerce et de sociétés. Aujourd'hui, nous avons différents accompagnements avec des vendeurs pour la vente de restaurants et d'opérations de ce style qui marchent excessivement bien et le prix de cession n'a pas été impacté du fait du Covid parce que les acquéreurs ont anticipé que c'était uniquement une parenthèse.
Je vous donne donc un message d'encouragement sur ce sujet-là et vous pouvez aussi, on peut bien sûr en discuter en privé s'il y avait besoin sur ce sujet-là. J'ai terminé la deuxième question. Alors, on me parle j'ai une autre question sur le chat qui est sujet aux honoraires. Alors clairement, premièrement, je vais être très clair avec vous, nous, on n'a jamais peur de parler d'honoraires. C'est-à-dire que tant qu'on vous a pas fait un contrat de mission très précis sur ce qu'on va faire pour vous et combien ça va vous coûter, on ne vous demande, nous ne sommes pas votre avocat et donc ça ne vous coûte rien. Répondre aujourd'hui au quel est votre prix moyen pour l'accompagnement d'une vente de fonds de commerce, ce n'est pas possible parce que ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Y a-t-il dans votre quel est le prix de vente de votre fonds de commerce? Y a-t-il un salarié ou beaucoup de salariés? Y a-t-il un droit de préemption dans votre commune sur les fonds de commerce, etc., etc. Donc, on pourra faire une appréciation personnelle et hors ce webinaire individuel pour avoir un chiffrage précis et on est toujours très transparent sur les honoraires. Donc, n'ayez pas de difficulté, monsieur, à m'envoyer une demande écrite qui nous permettra de vous répondre précisément. Pour faire ça, il faudra à minima nous envoyer en général les statuts, le cabis et le dernier bilan, de manière à ce qu'on puisse faire là-dessus. Donc, il n'y a pas de prix moyen. Je ne peux pas vous dire c'est tel prix ou tel prix. Ça va dépendre de la consistance de votre dossier et du champ de l'accompagnement. De la même manière, est-ce que l'acquéreur va financer ou pas? C'est un ensemble de données qui font que le prix peut varier du simple au double. Vous annoncez donc un prix à cet instant ne serait pas très pertinent. Je reste demeure avec vous. Je ne vois plus de questions. Je ne vois plus rien dans le chat. Je reste encore connecté quelques minutes comme je m'y étais engagé si vous avez d'autres questions. Vous avez mon adresse email et on reste en attache s'il n'y avait plus d'autres questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, au revoir.